qu'en fait, la masse de vos constituants alimentaires, c'est à peu près 4 ou 5% de votre masse totale. Donc, d'où vient votre masse si les particules qui vous constituent ne contribuent pas notoirement à votre masse? Et elle vient des interactions entre particules. Donc, les quarks, dont les protons et les neutrons, interagissent par l'interaction nucléaire forte. Et là, on revient à Einstein, E égale mc2, il y a une énergie d'interaction qui correspond à une masse effective. C'est l'interaction entre vos particules élémentaires qui correspond à une énergie qui devient une masse effective qui est votre masse. Donc votre masse principale ne vient pas de vos particules, elle vient des interactions entre vos particules, et ces interactions existeraient même si vos particules avaient une masse nulle. C'est important de comprendre parce que, franchement, en 2012, là, tous les articles sortaient. Le fait qu'on ait une masse, c'est la preuve que le boson existe. Et non, ça n'a rien à voir. Notre masse ne vient pas de la masse de nos constituants. D'autres questions? Monsieur, au premier rang. Attendez, on va vous donner un micro. Merci. Ouais. Comment on voit, est-ce qu'on voit visuellement ce boson? Est-ce qu'on peut le photographier? Parce que normalement, déjà... Ah non, mais personne n'a jamais vu, on n'a jamais vu d'électrons, on n'a jamais vu de quoi. Oui, justement, comment expliquer? D'abord, évidemment, quand on dit on a détecté le boson de Higgs, il ne faut pas imaginer qu'on l'a reconnu comme on reconnaît sa voisine de palier dans les escaliers le matin. Ah, salut. Non, c'est très compliqué. Et en fait, ce qu'on voit, c'est... Parce que la durée de vie du boson de Higgs, c'est 10 puissance moins 23 particules, moins 23 secondes. En fait, dès qu'il est formé par E égale mc2, il se désintègre en particules plus légères. En fait, et même, il faut aller plus loin, quand on dit qu'on a détecté le boson de Higgs, on entend qu'il y a des bosons Higgs dans l'univers et on les a détectés. On a détecté des choses qui existent. Je crois même qu'il y a des guides de haute montagne à Chamonix qui, lorsqu'ils font une course en montagne avec un client qui a le vertige, le rassurent en lui disant « Ne vous inquiétez pas, le vide est plein de bosons de Higgs ». Je ne suis pas sûr que l'argument soit convaincant, mais surtout il est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bosons Higgs dans l'univers, et on n'a plus. En fait, dans le vide quantique, les bosons Higgs sont complètement, ils sont là, mais de façon virtuelle, c'est-à-dire qu'ils sont complètement flappis, parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie pour exister vraiment. En termes plus concrets, ils ont moins d'énergie que mc carré ou m est leur masse. Donc ils ont moins d'énergie que leur énergie de masse. Donc ils n'existent pas vraiment. Ils sont complètement flappis. C'est des espèces de belles au bois dormant, complètement endormis. Et ce qu'on fait avec le LHC, c'est qu'on crée des collisions de protons qui vont déposer de l'énergie dans le vide quantique. Les bosons de Higgs qui étaient endormis avalent cette énergie. Du coup, ils deviennent réels. Ils avalent en plus un peu d'énergie cinétique grâce à laquelle ils sortent du vide. Et c'est là qu'on les chope. D'accord? Donc en fait, le LHC, c'est une machine dont la seule fonction, il ne faut pas trop le répéter parce que c'est une fonction qui n'est pas glorieuse, la seule fonction du LHC, c'est de chauffer le vide. On chauffe le vide pour en faire sortir des particules endormies. Bon. Et donc, le Higgs, on le voit indirectement par le biais des particules dans lesquelles ils se désintègrent, qui, elles, vont laisser des traces dans les détecteurs. Donc, ensuite, on fait une reconstitution. Et en fait, on le reconnaît parce qu'on l'a calculé. C'est-à-dire, on sait dire, grâce aux équations du modèle standard, que telle collision va provoquer le Higgs éventuellement, et si c'est le cas, il va se désintégrer de telle ou telle façon. Il y a plusieurs canaux de désintégration. Et entre janvier 2012 et juin 2012, on a vu monter des statistiques, c'est-à-dire on a vu monter des événements dans les courbes qui permettaient de les recenser. Et on a vu une petite bosse. Quand on voit une bosse, on ne sait jamais trop si c'est du bruit de fond, et si c'est le cas, le bruit de fond va finir par disparaître quand on va augmenter la statistique, ou si c'est un vrai signal, auquel cas il va augmenter son amplitude à mesure qu'on va prendre de la statistique. Et à partir du 4 juin, on avait, le 11 juin, pardon, à partir du 11 juin, on avait bonne confiance que c'était une nouvelle particule. Et la confirmation a été apportée le 4 juillet par une grande conférence au CERN des deux porte-paroles des deux expériences. Et dans la salle, il y avait Peter Higgs,
et François Englert. Robert Baud était mort quelques années avant, mais tous les deux, qui avaient plus de 80 ans, 48 ans après leur papier, apprenaient que la particule qu'ils avaient prédite existait vraiment. C'est la première fois qu'ils se voyaient d'ailleurs. Si vous avez l'occasion, regardez cette conférence sur YouTube, parce que les deux conférences ont été retransmises en direct sur Internet, on peut les trouver encore. Regardez la fin déjà, et vous verrez, c'est un moment incroyable. D'émotion, c'est quand même 20 ans de boulot, même 30 ans de boulot pour les expérimentateurs. On avait fait une première machine, le LEP, 27 km de circonférence, 10 ans d'expérience, pas de boson de Higgs. Ensuite, on a fait le LHC avec des protons, 10 ans de construction. Une complexité effroyable, et ça marche. La machine marche très bien. Donc ça dit des choses sur l'univers, sur les particules, et aussi sur la capacité qu'ont les gens à travailler ensemble sur des projets très complexes. Quand le LHC a été décidé, moi j'étais au CERN, 93, rencontre entre Helmut Kohl et Édouard Balladur, qui était sommet franco-allemand. C'est là qu'ils ont décidé de faire la machine. Et nous, on était paniqués parce qu'on ne savait pas comment faire cette machine. Et la machine était impossible. Et en fait, parce qu'on la décide, on trouve des trucs pour qu'elle marche. Et puis, comment faire travailler des physiciens du monde entier. Déjà, au moment du LEP, la question s'était posée. Comment échanger des données avec des Pakistanais, des Indiens, des Serbes, des Croates, qui n'ont pas les mêmes logiciels, pas les mêmes protocoles informatiques. Et comment on fait? Bon, on invente un format qui s'appelle HTTP et on invente www. C'est les physiciens du CERN qui ont inventé le web pour échanger des données. Ils ne savaient pas que ça deviendrait Internet. Et pour le LHC, on a mis sur pied la data grid. C'est des aimants supraconducteurs qui servent aujourd'hui dans le médical. Donc il y a des retombées, si vous voulez, technologiques importantes. Mais le boson en lui-même n'aura pas de retombées industrielles. Ah non, ça, d'ici 23 secondes, on ne va pas faire des médicaments avec. Et c'est marrant parce que, si je peux me permettre une parenthèse politique, quand l'annonce a été faite de la découverte, moi j'étais assez choqué, pour tout vous dire, que ça ne tienne les médias que pendant 24 heures. Dès le lendemain, c'était l'affaire Strauss-Kahn qui faisait la une des journaux. Comme la veille, comme l'avant-veille, comme la... Donc je trouve quand même que les médias parfois devraient ouvrir un peu. On peut s'ouvrir l'esprit sans se fracturer le crâne. Et en fait, aucun politique n'a réagi pour dire que c'est quand même une victoire incroyable de l'Europe. Parce que le CERN européen, ça a été créé après la guerre, pour que les physiciens européens ne partent pas aux États-Unis, pour que ceux qui s'étaient fait la guerre, qui avaient collaboré avant la guerre, se remettent à travailler ensemble, les Allemands, les Anglais, les Français, dans un lieu unique. Et le CERN a travaillé depuis sa création à budget constant. Les Américains ont mis beaucoup plus d'argent que nous pour le boson de Higgs, ils n'ont pas trouvé. Donc l'organisation du CERN est un symbole européen incroyable. Si vous allez au CERN, je vous recommande de le faire, vous verrez que c'est une ambiance. Vous voyez l'Europe, en acte. Le résultat d'une décision intentionnelle. Un truc qui a été désiré politiquement à long terme. Et 60 ans après, ça donne une découverte qui a nécessité des moyens bien inférieurs à ceux que d'autres pays avaient mis sur la table. Donc moi, je pensais que les politiques allaient parler de ça. Alors, rien. Et puis, le 22 juillet, dans Le Monde, paraît un petit article d'une demi-page, signé par M. De Rose, qui était l'ambassadeur de France au CERN au moment de la création du CERN. Qui est une façon euphémistique de dire que ce monsieur n'est pas jeune. Le CERN a été créé en 1954. Être ambassadeur de France en Suisse en 1954, bon. Bref, ce monsieur avait 103 ans. Et il est mort depuis, mais il écrit un article incroyable, plein d'enthousiasme, dans lequel il dit que la découverte du boson de Higgs pourrait avoir autant d'applications dans le futur que la découverte de l'électricité. Tout ça, je pense que c'était un peu enthousiaste. Mais là, les hommes politiques disent ça, ah tiens, du PIB, de la croissance, tout ça. Et ils viennent visiter le CERN. Je ne dis pas les noms, hein. Mais vous pouvez deviner. Ils viennent visiter le CERN, ils ne comprennent rien, mais quand même, comprennent que ça ne sert à rien, quoi. Que le boson ne sert à rien, et qu'on ne va pas faire des points de croissance avec lui.
Et du coup, ils demandent aux physiciens d'expliquer un peu mieux ce qu'ils font, parce que sinon les budgets... Bon. Et là, on se dit, mais quand même, ça pourrait quand même servir un jour. Par exemple, on peut imaginer que puisque nous venons de comprendre d'où vient que les particules ont une masse non nulle, on ne peut pas exclure qu'un jour un ingénieur génial va utiliser ce mécanisme qu'on vient d'identifier pour fabriquer une machine qui permettra de résoudre le problème numéro 1 de la santé publique en France, qui est l'obésité, en réduisant la masse corporelle des gens. Voilà. Le problème, c'est que c'était une blague. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'a pas vu que c'était une blague. Et là, il a fallu un peu rétro-pédaler, poliment. Bien, une autre question. Alors, il y en a plusieurs, oui, monsieur. Oui, j'aurais un millier de questions à poser, en particulier sur la masse négative, ces choses comme ça, et que E n'est pas égal à MC2, mais que E2 est égal à M2C4. Tout le monde sait ça. Mais est-ce qu'on pourrait ouvrir une toute petite fenêtre? On a parlé tout à l'heure de révolution qui pourrait peut-être venir en marche. Quelles sont les dernières nouvelles sur le front des neutrinos, ces petites particules intéressantes au possible? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de nouveau sur ce que l'on voit un peu dans la presse? Et est-ce que l'on peut dire aussi qu'on a prouvé enfin l'explication au fait que c'est toujours la même hélicité? La même Hélicité. La même Hélicité, c'est-à-dire que le speed est dans le sens de la quantité de mots. Disons, les neutrinos, il y a plein de questions. On a cru un moment que c'était plus que la lumière, vous avez peut-être suivi ça, c'est une erreur de mesure. Mais, l'expérience opéra. Non, la grande question qui reste indéterminée pour les neutrinos, c'est est-ce qu'ils sont identiques à leur propre antiparticule? La question que vous posez, je l'ai dit en termes techniques parce que l'hélicité, je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne. Mais en gros, est-ce que les particules, qu'on appelle les neutrinos, sont identiques à leur propre antiparticule? Si la réponse est non, c'est-à-dire si les neutrinos sont de Dirac, c'est-à-dire s'ils sont décrits tels qu'ils sont décrits dans le modèle standard, il n'y a rien à changer. En revanche, s'ils sont identiques à leur propre antiparticule, ça veut dire qu'ils ont un statut qui est contradictoire avec celui qu'on leur donne dans le modèle standard. Et c'est ça donc la preuve qu'on va vers une nouvelle physique. Et donc, je peux vous en dire un peu plus, mais j'en parle pas mal dans mon livre sur Majorana, parce que c'est Majorana qui a imaginé que les neutrinos pouvaient être leur propre antiparticule. D'accord? Donc, la question que vous posez, c'est est-ce que les neutrinos sont de Dirac ou est-ce qu'ils sont de Majorana? Et s'ils sont de Majorana... Permets-moi, si tu veux, Étienne, permets-moi d'expliquer Majorana. Parce que même si le livre n'est pas là, je voudrais expliquer que Ettore Majorana, dont on parle, qui est né en 1906, moi avant de lire le livre d'Étienne, je ne savais pas que ça existait, qu'il existait. Publié en 1937, il a publié un article sur des particules qui pourraient résoudre le problème de la matière noire. C'est ça. Oui, sauf qu'à l'époque, ce problème ne se posait pas, donc il n'a pas dit « je résous le problème de la matière noire ». Mais il se peut qu'une découverte qu'il a faite à cette époque-là résolve aujourd'hui un problème qui ne se posait pas à l'époque où il l'a dit. Alors, avec beaucoup d'humour, Klein dit « ce jeune homme maigre, aux yeux sombres et incandescents, était considéré comme un génie de la trempe de Galilée. Mais de tels dons, dit Étienne, ont leur contrepoids. Majorana ne savait pas vivre parmi les hommes, et c'est la pente pessimiste et tourmentée de son âme qui finit par l'emporter. À l'âge de 31 ans, il décide de disparaître et le fit savoir. Une nuit de mars 38, il embarque sur un navire qui effectuait la liaison Naples-Palerme et il se volatilise. Alors, Étienne Klein est parti sur les traces de Majorana, à Catane, à Rome, à Naples, à Palerme. Il a rencontré donc les membres de sa famille, il a fouillé les archives, il a analysé tous les travaux scientifiques avec le secret espoir que ce personnage romanesque cesserait enfin de se dérober. Et alors, c'est intéressant parce qu'il faut qu'il nous explique à la fois ce qu'il cherchait et en même temps ce que toi tu cherchais chez lui. Bon, c'est un peu long tout ça, mais non, Majorana, il est très connu en Italie. Enfin, tous les Italiens connaissent le nom de Majorana. En France, c'est pas le cas. Donc Antoine l'a dit, c'était un type surgénial. D'où
doué pour les mathématiques, mais aussi, beaucoup de gens disent, mais c'est évident que ce type avait une forme d'autisme léger, il devait avoir un syndrome d'Asperger. Moi, j'y crois pas une seconde, parce qu'un Asperger est incapable de faire court, ou bien d'inventer de nouvelles théories. Il était créatif, il n'était pas simplement un bon calculateur. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il a disparu? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de disparaître? Moi, j'ai fait cette enquête et je suis revenu avec plus de questions qu'en partant, et notamment la question qui n'est pas résolue à mon avis et qui permettrait de résoudre le problème si on pouvait répondre à cette question, c'est quand est-ce qu'il a décidé de disparaître? Est-ce que c'est 3 jours avant ou est-ce que c'est 10 ans avant? Voilà. À quel moment il a décidé? Parce qu'il y a des signaux contradictoires. C'est un type qui a mis en scène de façon quantique sa disparition en faisant se superposer des hypothèses contradictoires les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand vous essayez de remonter l'histoire, vous prenez une hypothèse, par exemple, vous dites mais il a dû se noyer dans la mer Tyrrhénienne. Cette hypothèse, vous la tirez jusqu'au bout et vous voyez qu'elle aboutit à une contradiction. Donc il ne s'est pas noyé. Donc vous prenez un autre truc, il est parti dans un monastère, se cacher. Et vous allez vers cette hypothèse, vous la menez jusqu'au bout et vous tombez sur une impasse. Et puis vous prenez une autre possibilité, et à chaque fois c'est le même scénario qui se répète, de sorte que ce que vous devez imaginer, c'est la superposition quantique d'hypothèses différentes. Et moi je suis convaincu, après avoir fait cette enquête, qu'on ne saura jamais. C'est-à-dire, ce gars-là s'est débrouillé pour disparaître sans qu'on sache jamais ce qui lui est arrivé. C'est un exploit, hein. Pas retrouver le corps, faire en sorte qu'il n'y ait pas de témoin s'il a survécu, c'est pas du tout évident. Alors on compare souvent à Grothendieck, c'est ce mathématicien qui est mort il y a quelques semaines, qui lui aussi avait choisi de disparaître. On savait très bien où il était. Mais on savait où il était, puis il a disparu après sa retraite, c'est pas exactement le même truc, et Majorana n'était pas misanthrope. Alors que Grothendieck était devenu assez misanthrope. Majorana, c'est quelqu'un qui... Enfin, je sais pas, moi j'aimerais bien le rencontrer même 10 minutes comme ça. Dans mes rêves les plus fous, j'ai une certaine image de qui il était, comment il parlait, comment il se comportait en public, son air un peu caustique, son regard un peu à la Kafka, j'arrive à m'imaginer. Mais j'aimerais bien vérifier si mon imagination est à peu près dans les clous ou pas, et donc je paierais très cher pour pouvoir le rencontrer 10 minutes. Discuter avec lui, voir ce que ça donne. S'il était vivant, il aurait 109 ans, donc aucune chance. Il aurait 109 ans, mais moi j'ai commencé, la première fois que j'ai vu son nom, c'était en 81, j'étais étudiant au CERN. Et au CERN, toutes les rues du laboratoire portent le nom de grands physiciens, donc il y avait la rue Einstein, la rue Rutherford, Schrödinger, que des noms que je connaissais. Et un jour, je suis tombé sur la rue Ettore Majorana, avec la date de naissance, 1906, ensuite 1938, un point d'interrogation. C'est quoi ça, un point d'interrogation? Donc j'étais avec des physiciens, je leur demande c'est qui ce gars-là, personne ne connaissait. Et puis un jour, je suis tombé sur un physicien italien qui m'a dit c'est un gars qui travaille avec Fermi, il était génial, il a disparu, on n'a jamais eu de ses nouvelles, d'où le point d'interrogation. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à lui, j'ai commencé à lire des articles, des bouquins, etc. Et pour écrire le livre, j'ai décidé d'aller revoir cette rue Majorana. Et j'ai constaté, après enquête, qu'elle n'avait jamais existé. Donc j'ai appris l'existence d'un type qui a disparu grâce à une rue qui n'a jamais existé. Et là, je me suis dit, ça commence à prendre une tournure intéressante. Non, mais après j'ai rencontré des psychiatres. Non, attendez. Il paraît qu'on peut se fabriquer des faux souvenirs. Tiens, c'est des souvenirs auxquels on croit dur comme fer, mais en fait, ils correspondent à rien, ils sont fabriqués par la suite pour donner une cohérence à une histoire qu'on fait remonter jusqu'à un certain seuil, alors que les choses se sont passées différemment. Mais le CERN m'a dit, ils m'ont juré, que la prochaine rue qui serait inaugurée s'appellerait la rue Ettore Majorana. Donc il va réapparaître. D'autres questions? Oui. Bon, moi j'ai besoin d'explications plus concrètes peut-être. Ce
lorsqu'on regarde nos galaxies, et ce qui sépare nos galaxies, ou ce qui sépare nos planètes, ou ce qui sépare l'intérieur des atomes, entre les électrons et les protons, on parle de quoi? On parle de vide, on parle de X, on parle d'énergie sombre, de matière noire. Ça, c'est pas très très clair dans ma tête, et j'ai un mélange complet là-dessus. Et le dernier point qui m'inquiète, c'est que je n'ai jamais vu dans les équations sur l'énergie ou quantique la vision de la pensée humaine, qui est pourtant une caractéristique essentielle, et aucune de ces équations nous permet de mettre en œuvre cette particule qui est la pensée et qui nous permet quand même de dialoguer entre vous et nous. Où pensez-vous que cette pensée de la masse? Alors, je commence par la première question parce qu'elle est plus facile. Dans le vide, je l'ai expliqué, le vide n'est pas vide. Alors un jour, il faudra qu'on change le nom. Le vide est plein de trucs. Il y a des champs quantiques, il y a des particules virtuelles. En fait, le vide, c'est un état de la matière. C'est celui qui correspond à la plus basse énergie. On pourrait appeler ça le prologue de la matière, c'est-à-dire le vide contient toutes les particules. Et parfois, enfin même souvent, elles n'ont pas assez d'énergie pour être vraiment réelles. Elles sont virtuellement là. Et ça tombe d'ailleurs, ça nous met en face d'une difficulté, c'est que le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, on est d'accord? Sauf que si vous enlevez aussi le vide, il ne reste plus rien. Or, le vide, c'est pas le néant. Donc le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Donc déjà, c'est bien compliqué. Le vide, pour le définir, il faut se donner une théorie qui dise qu'il existe. Alors si vous prenez la théorie de Newton, Newton dit qu'il y a trois sortes de choses dans l'univers, il y a le temps, l'espace, les objets. Le vide, c'est ce qui reste quand vous enlevez les objets. Et donc c'est l'espace vide et le temps. Mais en mécanique quantique, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous retirez les particules, et bien vous retirez toutes les particules, il reste les champs. Et les champs correspondent à des situations où l'énergie n'est pas nulle. Donc il y a une énergie du vide, il y a des particules virtuelles dans le vide, donc il y a plein de trucs. Et il ne faut pas l'imaginer comme l'équivalent de l'espace de Newton. Donc il y a trois mots qu'il faut vraiment distinguer, alors qu'ils sont presque synonymes. Le mot néant, le mot vide et le mot rien. C'est trois mots qui ne sont pas équivalents. D'ailleurs, si vous les mettez l'un derrière l'autre, et si vous vous dites « je » devant, ça fait une phrase bizarre. Je vous laisse faire. Néant, vide, rien. Dites-le vite, d'une seule traite. Je, ça donne « je n'ai envie de rien ». Mais c'est pas bon, c'est stupide. Il est tard. Et alors, l'autre question de la pensée, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus aussi, mais moi je pense, c'est un avis personnel, que être physicien, c'est forcément croire qu'il existe un en dehors de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'imposent à nous qui ne viennent pas de nous. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui pensent que tout est produit par la conscience, qu'on ne fait que projeter sur le réel des structures cognitives qui viennent de notre cerveau. Et si vous étudiez un peu l'histoire de la physique, vous voyez que c'est une position difficile à tenir parce que assez souvent, il y a des informations qui viennent contredire ce que nous pensons. Et cette capacité qu'a le réel de nous dire vos idées sont fausses est à mon avis une capacité qui ne vient pas de nous. Donc ce que j'appelle le réel, c'est ce qui est capable de nous dire vous vous êtes trompé. C'est ce qu'on appelle la définition du matérialisme. Non. Parce Si, que en philosophie, tu viens exactement de faire la définition du matérialisme. Non, c'est le point de vue du réalisme. Parce que le matérialisme, c'est-à-dire ce réel est matériel. Je n'ai pas dit ça. Je parlais de réel, je n'ai pas dit qu'il était matériel. Non, parce que ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est qu'on on a découvert le X. Et ma façon de raconter peut laisser entendre que, ouais, il y a des types qui ont imaginé le boson de X et puis on l'a trouvé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'autres types qui avaient imaginé d'autres théories sans boson de X. Et ces gens-là étaient aussi intelligents que Peter Higgs, François Englert, etc. Autrement dit, si Peter Higgs et François Englert ont le prix Nobel, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres physiciens.
c'est simplement parce que la nature a montré qu'elle était d'accord avec eux. Et avoir le prix Nobel en mathématiques, enfin le prix Nobel en physique, c'est pas la même chose qu'avoir une médaille Fields en mathématiques. Avoir le prix Nobel en physique, il faut que la nature soit d'accord. Il ne suffit pas que les collègues soient d'accord. Et d'ailleurs, il arrive que la nature soit d'accord sans qu'aucun collègue soit d'accord. Et moi, je dis que cette chose qui peut nous dire « vous vous êtes trompé », est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Bon, il y avait une autre question là, oui, monsieur. On va vous donner un micro. Après, on va se coucher. Hein, parce que... Monsieur Klein, c'est beaucoup plus terre à terre. Est-ce que vous vous souvenez de l'anecdote que vous racontez sur, je crois, Schrödinger, qui était en train et qui voit un troupeau de moutons? C'est Dirac. Dirac, pardon. Vous pouvez la raconter? Oh bah non, vous allez la raconter. Moi, je vais prendre des vacances. Mais non, alors, bon, si vous voulez, je la raconte, mais je ne vais pas la raconter comme ça. Je vais. Parce que la question que pose monsieur, ou qui est sous-jacente à d'autres questions qu'on a entendues ce soir, c'est finalement d'où vient que les mathématiques en physique nous donnent un pouvoir aussi grand. Le pouvoir de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Quand même, le boson d'Higgs, c'est quelque chose qui est incroyable. On peut prédire l'existence d'une nouvelle particule. Et on l'avait fait avant avec les quarks, avec les bosons intermédiaires, avec les gluons, avec l'antimatière, etc. C'est quand même une puissance incroyable qui fait dire que la physique, c'est pas simplement un truc qui fait une sténographie du réel, c'est pas un truc qui décrit de façon condensée ce qu'on voit, puisqu'elle est capable d'augmenter le mobilier ontologique de l'univers. Là, c'est une puissance incroyable. Alors, d'où vient cette puissance? Et Dirac est justement un gars qui, vu qu'il a prédit l'antimatière, il s'est posé cette question et il a remarqué que les mathématiques qu'on utilise en physique ne sont pas toutes les mathématiques. C'est des théories très spécifiques qui, en général, proposent des formalismes qui sont riches en invariance, c'est-à-dire en grandeur qui ne changent pas quand on change de point de vue. Et l'idée qu'il a développée, c'est que si on veut saisir des éléments de réalité dans l'invisible, par exemple des électrons, des bosons de Higgs, il faut les décrire par des structures mathématiques qui peuvent résister à des changements de point de vue. Parce que si une structure ne résiste pas à un changement de point de vue, c'est que ce n'est pas une structure. Par exemple, là je vois une bouteille, je dis c'est une bouteille. Mais en fait, pour en être sûr, il faudrait que je fasse le tour complet. Si je fais le tour là, je vais de l'autre côté, et si ce que je vois n'est plus une bouteille, c'est que ce n'est pas une bouteille. Et donc, ce que comprend Dirac, c'est que la vision fait jouer dans notre cerveau des invariants grâce auxquels, à partir d'une vue partielle, nous inférons une conclusion générale. On voit une bouteille sous un certain aspect et on dit c'est une bouteille. Donc l'idée de Dirac, c'est que comme les mathématiques qu'on utilise en physique manipulent des grandeurs invariantes, elles prolongent dans le domaine de l'invisible le mécanisme de la vision qui nous permet de saisir des éléments de réalité invisibles. Autrement dit, les mathématiques invariantes nous permettent de voir l'invisible, qu'il soit très petit, particule, ou très grand, l'univers. Alors l'anecdote que vous vouliez raconter, ou que je raconte, c'est une anecdote qui éclaire le fait que Dirac avait déjà ça en tête quand il était tout jeune. Puisque en 1924, il avait 22 ans, il voyageait avec Paoli, un autre physicien de l'époque, dans un train. Et Dirac était quelqu'un qui parlait très peu. Il parlait très peu parce qu'il pensait que le langage ne sert qu'à dire des choses vraies. Tout ce qu'on dit doit être vrai. Donc quand vous avez ça comme règle dans la tête, vous ne dites pas grand-chose. Il n'avait pas compris que le langage, ça sert à communiquer, comment ça va, etc. À dire des bêtises, parce que c'est un moyen d'interagir avec autrui. Bon. Dans l'univers, on doit parler. Donc les gens étaient terrorisés à l'idée de lui adresser la parole.
D'ailleurs, quand il a eu le prix Nobel, il y avait un banquet à Oxford, en son honneur. Il était à côté du ministre de je ne sais quoi. Le ministre ne savait pas trop quoi lui dire, pour les mêmes raisons. Et c'était un soir, il y a une grande tempête. Et de la salle de banquet où ils étaient, ils voyaient les arbres dans la forêt autour du château, qui étaient en train de se plier sous l'effet du vent. Et le ministre ose enfin adresser la parole à Dirac en lui disant « It is very windy tonight, isn't it ?» Il y a beaucoup de vent ce soir. Et là, Dirac, qui ne veut dire que des choses vraies, se lève, va vers la terrasse de la grande salle, ouvre la fenêtre, la referme, revient s'asseoir à côté du ministre et lui dit « Yes, sir ». C'est une histoire vraie. Hein. Et alors, je reviens au train. Donc, Paoli est en face de Dirac, ne sait pas quoi lui dire, et saisit l'occasion qui lui est donnée lorsque le train traverse une prairie dans laquelle il voit que des moutons sont en train de paître. Et il s'adresse à Dirac et lui dit « Regardez Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. » Dirac, qui ne veut dire que des choses vraies, se rapproche de la fenêtre, regarde, revient vers Paoli et lui dit « Oui, au moins de ce côté-ci. » Ah oui, ça veut dire que quand vous dites qu'un mouton est tendu, normalement, il faudrait faire le tour du mouton. Ce qu'on ne fait jamais. Bon, après, on peut rajouter des histoires aux histoires. Mais c'est une histoire qui est racontée par Paoli, et Paoli, il ne raconte pas de blagues, hein, donc je pense que c'est une histoire vraie. Monsieur. Des physiciens, avez-vous dit, ont dit que la découverte du boson de Higgs était très importante pour l'avenir. Si on s'était simplement servi de la certitude que 50 ans plus tôt, d'autres physiciens avaient de l'existence du boson de Higgs, sans le mettre en évidence, quelle différence y aurait-il pour l'avenir? Alors, c'est évidemment cet avenir, moi j'en ai aucune idée, hein, je suis vraiment complètement des pâquerettes. Mais quelle serait la différence entre la certitude exprimée qu'il existe et puis le fait de le découvrir 50 ans plus tard? Bon, d'abord, il n'y a pas de certitude a priori. D'autre part, on ne connaissait pas sa masse. Le modèle standard impliquait qu'il devait exister sans dire quelle masse il avait. Et donc le fait de connaître sa masse, c'est la chose d'ailleurs que l'expérience nous a apprise. Puisque pour toutes ces autres propriétés, elles étaient déjà calculées. Simplement, on ne savait pas si ce calcul était bon. Et donc il faut que la physique demeure une science expérimentale, et pour ça, il faut que les prédictions qu'on peut faire se trouvent validées par des données empiriques. On pourrait faire toute une histoire de toutes les choses que les physiciens ont prédites qui n'ont pas été détectées. D'accord ? Il ne faut pas croire qu'à chaque fois qu'un théoricien prédit une particule, on la découvre. Il y a des tas de choses qui n'ont pas été vues, notamment les particules supersymétriques. Il y a plein de choses comme ça qui n'existent pas. Et du coup, c'est aux expériences de dire, parmi les prédictions qu'on peut faire, lesquelles sont justes et lesquelles ne sont pas justes. Maintenant, je comprends aussi votre question comme étant, finalement, on a découvert une particule qui est d'une part été prédite et qui d'autre part ressemble trait pour trait à celle qu'on avait prédite. Donc il n'y a pas de surprise. Donc on aurait pu se passer de la machine. Et ça, c'est un argument qu'on entend souvent. Et c'est pas vrai, pour les raisons que je viens de dire. Il faut être sûr que c'est la bonne. Et d'ailleurs, pour vous faire un aveu, la découverte du boson de Higgs, c'est à la fois une prouesse de la physique et des physiciens, enfin, ce que je pense. Le fait qu'on l'ait trouvé, c'est quand même, ça dit des choses sur la théorie, sur l'expérience, sur la politique et sur les hommes. J'insiste là-dessus. Que des gens s'associent pendant des années pour faire ce détecteur ou ces détecteurs, que des Croates travaillent avec des Serbes, que des Palestiniens travaillent avec des Israéliens, que les Américains mettent les premiers boulons quand il y a beaucoup d'espace entre les différentes parties du détecteur, et que quand le détecteur se remplit d'instruments, il n'y a plus assez de place pour les Américains, donc on fait passer des Pakistanais, qui sont plus maigres. Ça
c'est des systèmes d'organisation qui sont éclairants pour l'avenir de l'humanité. Bon, donc ça c'est quand même une leçon. Mais, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, c'est que cette découverte n'a provoqué aucune surprise chez les physiciens. Car on aurait aimé que le boson d'Higgs soit un peu différent de celui qu'on avait calculé, puisque ça serait l'indice qu'on était déjà en train de faire une nouvelle physique par rapport à celle qui est contenue dans le modèle standard. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où le modèle standard est terminé, c'est-à-dire toutes les particules qui disent devoir exister ont été détectées, mais on n'a aucune indication sur la façon de prolonger la théorie à plus haute énergie, alors qu'on aurait bien avoir des signaux. Et donc les 10 années qui viennent vont être cruciales. Soit on voit des nouvelles particules, par exemple des particules de matière noire, ou bien des particules de Majorana, ou bien des nouvelles dimensions d'espace-temps, ou bien je ne sais pas quoi, qui vont relancer le sujet. Soit on ne voit rien de nouveau qui ne soit prédit par le modèle standard, et là il n'y aura jamais d'argent pour faire une nouvelle machine. D'accord ? Parce que le dossier scientifique sera vide, on ne peut pas dire on va faire une nouvelle machine de plus haute énergie sans savoir ce qu'on peut espérer voir. Et du coup, c'est des années qui vont être très importantes, dont l'issue ne dépend pas de nous, mais dépend de la nature. Alors il faut savoir ce que la nature a mis comme particule entre 1 tel et 2 tels de masse. Et ça, il y a quelqu'un qui peut nous le dire, on ne peut pas nous le savoir. Donc, il y a quand même dans le CERN des gens qui travaillent pour une machine de 100 km, qui sera le successeur du LHC, qui ne fait que 27 km, 100 km sous le Jura, sous le lac de Genève. Ça ne va pas être simple à construire. Et on n'est plus en 1990 quand on a construit le tunnel du Gap. Là, si on commence à construire un tunnel dont on annonce qu'il se fera à 100 km, je pense qu'il y a des campeurs allemands qui vont débarquer et s'opposer au chantier. Donc, c'est pas sûr qu'un jour on fasse une machine. Bien, je propose qu'on s'arrête là. Étienne Klein va signer ses livres et je crois qu'il va m'aider à dire quel livre il est utile de prendre en fonction du niveau qu'on a chacun. Alors d'abord, je voudrais vous dire, moi j'ai un petit-fils, 10 ans, et comme je suis privilégié et que je lui parlais avant, je lui ai demandé de me dédicacer Les atomes de l'univers. C'est pour des enfants de 10 ans. Voilà. Et c'est une... 9 ans, ça marche aussi. Hein. D'accord. Alors ensuite, il y a un livre dont on n'a pas parlé, j'avais promis qu'on en parlerait, c'est L'atome au pied du mur et autres nouvelles. Je vous en dis un petit mot parce que c'est des nouvelles qui donnent vie à un personnage. Et ces aventures, chaque personnage, font allusion à une controverse scientifique, passée ou actuelle. Et donc on a des tas de controverses scientifiques qui sont racontées par une nouvelle. Alors pour ceux qui ne sont pas à l'origine scientifique, je trouve que c'est très intéressant parce que ça met en scène les questions qui se sont posées et qui éventuellement ont été résolues ou non. Alors ensuite, dans les choses les plus simples, les secrets de la matière racontés en famille. Non, celui-là, il va sortir en poche. Ah bon. Il existe là comme ça. Beaucoup mieux écrit, complété par toutes les questions du boson de Higgs. Donc, parce qu'il a été créé avant la découverte. Alors je te laisse faire, vas-y. Ah non, bah, Vas-y, conseille un truc. anagramme renversant, bah, c'est des anagrammes. Vous avez lu ces jeux avec les anagrammes, alors ça c'est... Ah, je peux vous donner l'anagramme du titre qu'on ne connaissait pas quand on a écrit le livre. Mais anagramme renversant, tu as une anagramme qui est le sens savamment réarrangé. C'est exactement le sujet. Et puis, pour faire écho à l'actualité, l'anagramme de la liberté de la presse, par exemple, dont on parle beaucoup en ce moment, ça donne la patrie des rebelles. Le Front National, ça donne l'entonnoir fatal. Et Marine Le Pen, présidente, ça donne le pétrin de père en main. Et celles-là, elles ne sont pas dans le livre. Qu'est-ce que tu conseilles dans tout ça? Parce que, je ne sais pas, il était cette fois la révolution, ça parle d'Einstein, des pères fondateurs de la mécanique quantique, c'est là qu'il y a l'histoire de Dirac. Le facteur somme jamais deux fois, c'est un livre sur l'irréversibilité en physique, qui est un peu plus difficile que les autres. Je pense que c'est le plus difficile de tous. Celui-là est très simple.
celui-là, il est trop simple. Ah bon, il est de bon niveau. Donc vraiment, c'est un tout petit bouquin sur le temps existe-t-il qui donne bien les enjeux de la question du temps. Et puis... Sur les nanotechnologies, pour ceux qui sont intéressés par les nanotechnologies, le Small Bang des nanotechnologies, c'est un très bon livre, très intéressant. Moi, j'ai utilisé plusieurs fois quand on m'a parlé de nanotechnologie. Bon, voilà. Oui, la nanoparticule, ça donne parano inculte. Bon, merci à Étienne Klein.